Salut, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur le grand rendez-vous. Premier numéro de cette année 2025, une année préélectorale en République du Bénin, ça vous le savez. Dans le silence apparent, mais avec des actes à l'interne, eh bien, la classe politique béninoise se prépare aux compétitions acharnées de 2026. Les élections générales de l'an prochain se jouent dès maintenant. Chaque jour, chaque semaine est désormais comptée et surtout très précieux pour les acteurs et institutions en charge de l'organisation des dites élections. Sur les plateaux du grand rendez-vous, nous aborderons les sujets en rapport à ce moment politique, décryptage, analyse, opinion, débat, commentaires. Ici, nos chroniqueurs, experts, analystes et invités vous embarquent sur ce chemin, je dirais tortueux et semé d'embûches qui fait de 2026 une année électorale à nul autre pareil. Ce soir, on s'intéresse aux quelques mois qui nous séparent de la série des dépôts de dossiers de candidature. Dans pratiquement 10 mois, le ciel politique sera-t-il totalement dégagé de son lot de nuages face à un paysage politique complexe? Quelles sont les cartes qui se présentent? Des questions qui nous plongent dans les différentes dimensions de ces élections historiques. Bonsoir, bienvenue. Chroniqueurs sont en place. Un plaisir de vous retrouver, chers messieurs. Hamza Tablaï, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs, aux internautes qui nous suivent. Et bienvenue. Vous êtes consultant politique et géopolitique. Vous êtes spécialiste relations internationales et diplomatie. Merci d'être toujours fidèle à ce rendez-vous du grand rendez-vous. Marc-Ernest Goudianou, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir à tous nos amis téléspectateurs et internautes. Le plaisir, c'est toujours d'être avec vous. Bonsoir à tout le plateau également. Merci beaucoup. Plaisir toujours renouvelé, journaliste, analyste politique. Merci d'être là, un peu comme vous et également Dr Boga Kopaki. Bonsoir. Bonsoir cher ami Christian et bonsoir à tous les amis téléspectateurs internautes qui nous suivent. C'est encore un plaisir d'être avec Hamzat, d'être avec Ouma, d'être avec Marc et avec tous ceux qui ne sont pas encore sur ce plateau mais qui viendront au fur et à mesure que nous évoluerons. Merci beaucoup, merci d'être là. Omar Salouf, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. Éditorialiste, analyste, on sera avec vous tout à l'heure pour l'édito de ce dimanche soir dans lequel vous nous direz quelles sont les cartes politiques à jouer pour les élections générales qui viennent. Et autour de la question, nous verrons avec l'expert dans l'œil de l'expert si le Bénin, à un an de ces élections générales, est confronté à un choc politique historique à la lecture de l'ambiance qui règne en ce moment. Docteur Fidèle Ayena, docteur en sciences politiques, partagera avec nous sa lecture des faits présents et futurs. À suivre également en toute franchise nos invités de la dernière partie. Ils sont deux, idéologiquement opposés. Comment voit-il 2025 amorcer le tournant politique qui mène aux élections générales? Zé Majidi, premier vice-président du parti Les Patriotes, rassemblement des kérékouistes, et Habib Isaac Adjaï, acteur politique et militants de la majorité présidentielle, se feront face. Mais Picardy, acteur de la société civile, vous êtes coordonnateur national du mouvement Carton jaune pour la paix. Pourquoi un carton jaune et un carton vert? Un carton jaune parce que le jaune, c'est, je dirais, sur un terrain de football, c'est le carton de l'avertissement. Or que nous, acteurs politiques, nous, leaders d'opinion, lorsque nous sommes sur le champ politique, nous n'avons pas, je dirais, la présence d'esprit de voir nos déviances qui peuvent... la campagne de l'ex-président Patrice Talon, que dis-je, Yahi Boni, sa tournée dernièrement a réveillé, je dirais, la mouvance présidentielle. Vous pensez que c'est ça? Non. Le régime Talon, je dirais, la promotion de la femme est l'une des réussites les plus éclatantes. Elle est encore plus éclatante et belle, surtout parce qu'il y a une volonté personnelle à la tête de l'État. Une volonté personnelle qui se voit. Imaginez que dans notre République, le Bénin, en 30 ans, nous avons attendu d'abord 30 ans avant de voir une femme ministre. C'est une aberration. En
Fombi, député DM, c'est que on ne peut pas demander à la femme de rester dans une position, je dirais, d'humilité, d'observatrice. Non, elle est là pour jouer ce rôle-là. Et voilà, chers messieurs en plateau, voilà qui nous replonge dans cet événement douloureux qui a frappé le corps des analystes sociopolitiques. C'était en fin d'année 2024 précisément, le vendredi 20 décembre, qu'il nous quittait. Le regretté Ahmed Picardy qui a commencé cette aventure sur le grand rendez-vous avec nous, puisqu'il était à la toute première émission. À cette reprise, nous lui rendons un grand hommage. Omar Salouf. Oui, je ne sais pas par où commencer. J'ai eu l'impression qu'en suivant la vidéo qu'il était toujours là avec nous. Quand je revois un peu les images, puisqu'il a d'ailleurs l'habitude de s'asseoir à côté de moi ici, j'ai l'impression que je n'ai pas encore accepté cette triste nouvelle. Vous savez bien que j'étais sous un choc avant que cette information ne vienne. Donc je n'arrive pas à m'expliquer comment c'est arrivé. Eh bien, comme on le dit, pour s'en remettre à Dieu, c'est Dieu qui a voulu. Et puis, on ne peut que dire ça et lui souhaiter repos éternel, que Dieu veille sur sa progéniture, sa femme, ses parents, qui sans doute sont restés encore sous le choc, et que Dieu nous préserve tout simplement. Ahmed Picardy qui part de cette façon-là, j'ai pas véritablement les mots. Je revois encore nos derniers moments qu'on a passés ensemble, que ce soit avant l'émission, après l'émission et tout. C'est un choc profond. Un choc profond. Il fut un grand débatteur sur le plateau du Grand Rendez-vous et partout ailleurs même, sur les chaînes de radio et de télévision. On vous écoute. Parce que vous allez constater que, tout comme Omar Salouf, je pensais que à la prochaine émission, où dès qu'on se voyait ce matin, que bon, on allait m'annoncer que c'était faux et que bon, il reprenait les plateaux avec nous. Mais je crois que le deuil est le long chemin de la vie. Donc nous allons regretter Picardy toute notre vie, parce que c'est un monsieur, qu'on le veuille ou non, est de vrai. Quand il est là, tout le monde sourit, tout le monde rit, et puis tout le monde pense à tout. Et c'est quelqu'un qui est, avec qui je partage un certain nombre je dirais, de formats. Il est direct, il est cru. Picardy dit ce qu'il pense, et je crois que Dieu qui l'a envoyé et qui a demandé de revenir pour d'autres missions dans l'au-delà va continuer. Et je pense que il va également continuer à veiller sur ses progénitures et ses proches que nous sommes. Et je pense que c'est le moment plus que jamais de demander à Dieu de nous conserver, de nous préserver, pour que ce genre de malheur ne nous frappe et que nous soyons dans la mesure, au même moment que nous aimons Picardy, que nous devons enlever ce deuil dans nos têtes et de savoir que pour les âmes du purgatoire, il faut prier, et prier sans cesse pour ces personnes-là dans une certaine position, pas forcément la joie, mais suffisamment détendue pour que leurs âmes puissent retrouver aussi la paix. Oui. Voilà. Marc Goudianon. Oui, Christian, c'est vrai que face à la mort, nous sommes tous malheureusement impuissants. Si on avait quelques bâtons magiques pour pouvoir changer les choses, c'est qu'on l'aurait déjà fait, mais malheureusement on n'y peut rien.
Picardie, on l'a connu, ou je l'ai connu dans une circonstance où c'était un être vraiment très particulier, il faut le dire. Il avait toutes les qualités humaines qu'on pourrait rechercher chez un homme qui a toutes ses facultés, et il nous en a fait vivre de vrais moments, de très bons moments. Je pensais que la veille de son départ, on était encore ensemble, on était assis face à face, où on causait bien côte à côte, on avait même partagé beaucoup de moments ensemble la veille de son départ. C'était quelque chose qui était vraiment touchant. Ça montre combien de fois la vie dans laquelle nous sommes est tellement fragile et que nous devons vivre chaque instant en donnant le meilleur de nous-mêmes, en partageant les meilleurs moments avec nos proches, parce que la mort, ça suffit à n'importe quel moment. Et c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Et j'ai une pensée surtout envers la femme de Picardie, parce que c'est sur elle que va reposer toutes les charges en ce qui concerne les enfants. Même si les gens vont l'aider, c'est juste pendant un bout de temps seulement, et après, elle sera face à la réalité. Que Dieu l'assiste et que Dieu accompagne ses enfants et qu'ils s'en sortent grandis, et que Dieu les bénisse tout au long du processus jusqu'à ce qu'ils deviennent matures et adultes. Voilà. Oui. On vous écoute, Hamzat. Je ne sais pas quoi dire, parce que j'ai été marqué autant que tout le monde sur ce plateau et même ailleurs par rapport à l'annonce de ce décès. Je m'en rappelle encore, j'étais en train de prendre un train et j'étais sur le quai quand j'ai appris la nouvelle et j'étais abattu. Donc mes pensées vont profondément à l'endroit de la famille et bien sûr à l'endroit de sa femme et de ses enfants. Je pense que c'est un drame qui n'est pas surmontable. Nos mots ne vont pas changer grand chose, mais ils peuvent être satisfaits du fait que Ahmed était une personne exceptionnelle, pas que sur les plateaux, mais aussi hors des plateaux. En tant qu'homme, en tant qu'humain, il avait des qualités exceptionnelles également, qui méritent d'avoir de la lumière. Il y a quelqu'un qui disait que les lumières ne se font que sur les tombes, mais je pense que la mémoire d'Ahmed Picardie mérite également de lumière, et c'est le moment pour moi de lui rendre véritablement hommage. Voilà, ça fait pratiquement un mois après, c'est parce que nous reprenons l'émission aujourd'hui que nous sommes revenus là-dessus. Repose en paix, champion. Vos points de vue sur le sujet en débat à présent, et ce sera dans un court instant après l'édito. Omar Salouf, dans l'édito de ce premier numéro de l'année 2025 sur le grand rendez-vous, vous nous dites que c'est l'année électorale qui commence. Oui, Christian, déjà le 11 octobre 2025, la Sénat clôture le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Mais avant, tractations, conciliabules, concessions auront lieu dans les chapelles politiques, tous bords confondus. Que l'on se réclame de la mouvance ou de l'opposition, c'est un passage obligatoire pour présenter des listes consensuelles qui obéissent aux attentes des électeurs, qui, dans un ordre démocratique, détiennent la carte de la sanction par les urnes. Mais qu'en est-il des cartes à jouer en amont par les acteurs politiques? Dans le schéma qui s'entrevoit, 2025 sera décisif pour 2026. Pourquoi? Parce que c'est le moment plus que jamais pour l'opposition au président Patrice Talon de faire bloc si l'objectif est de réussir l'alternance aussi bien au sommet de l'État, à l'Assemblée nationale que dans les conseils communaux et municipaux. Boni Yayi, ancien président de la République, chef de file de l'opposition, qui connaît bien les jeux politiques, est attendu sur ce point. C'est à lui, dans un élan rassembleur, de sécuriser les parrainages et de distribuer les bonnes cartes aux bons acteurs. Car en face, il y a une redoutable machine politique appelée rupture qui, depuis 9 ans, n'a pas fait cadeau à l'opposition. Du côté du président Patrice Talon et de ses hommes, il faut régler les frustrations politiques entretenues depuis 2016. Oui, il y a bien de frustrés parce qu'ils n'ont pas eu accès à la marmite pour laquelle ils étaient au charbon depuis bientôt 10 ans.
Il y en a aussi qui ont tout le temps pris des risques politiques pour et au nom de Patrice Talon sans être récompensés. Et puis, il y a ceux qui, dans un cadre apparent, se préparent à se jeter de la barque si l'ordre et la discipline politique imposée depuis lors présentent davantage de brèches. Mais le chef de la mouvance a déjà annoncé les couleurs en jouant la carte de la réunification autour de lui, avec les nominations des ministres conseillers et au sein des démembrements du Conseil économique et social. Le plus gros reste à venir toutefois. Vous dites que le plus gros reste à venir toutefois, mais comment Patrice Talon arrivera-t-il, Omar Salouf, à contenir les ambitions politiques, lui qui est pratiquement au soir de son second mandat constitutionnel? Christian, ça se bouscule dans les couloirs, chacun y va de ses astuces, de ses relations pour être bien vu, bien positionné et se garantir une place au soleil après 2026. En plus de la carte de la prudence, Patrice Talon devra jouer la carte de l'apaisement autour de lui en œuvrant pour un consensus général, quoique cela reste difficile, voire impossible pour un président de la République en fin d'exercice. Pour enfin sortir le joker pour sa succession, il devra tabler sur le passé pour présenter un candidat qui fait double consensus. Double consensus parce qu'il doit avoir consensus au sein de son clan politique et aussi consensus au sein de la majorité des électeurs. Car c'est au peuple que revient la dernière carte, la carte pour trancher. Voilà, la carte pour trancher, ce sera en 2026 à travers les élections générales. Nous avons les élections législatives et communales en janvier, au tout début de l'année 2026. Et quelques 3-4 mois après, on parlera de la présidentielle. Alors, devons-nous dire, au regard des dates qui se trouvent dans le calendrier électoral, par exemple le 11 octobre 2021, où la Sénat va clôturer le dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle du 12 avril 2026, que 2025 est une année préélectorale qui prépare véritablement 2026. Marc-Johannes Goudianou. Bien sûr, comme l'a dit l'éditorialiste, il a peint en réalité tout le schéma que l'on pourrait quand même espérer ou prévoir en 2026, puisque 2025 reste l'année charnière où tout doit se décider en vue de 2026, parce que vous savez, lorsque les élections sont en vue, ce n'est pas au dernier moment que les cartes sont jouées, mais les cartes sont jouées bien avant les échéances. Et donc on a déjà constaté que même au niveau de l'actualité politique, c'est tellement meublé par les tractations et également par les mobilisations dans l'ombre de quelques acteurs politiques, et cela à leurs frais, parce que vous avez vu avec l'actualité politique qui nous nourrit assez, avec les militants par exemple de certains partis qui ont des problèmes avec leur parti compte tenu de leurs ambitions personnelles qui n'ont pas pu contenir et que le parti leur a reproché compte tenu de la dynamique de groupe qui doit être respectée. Et donc cela dénote en réalité de cette différente guerre de leadership qui se fera non seulement au sein des grands ensembles du parti de la grande mouvance présidentielle, mais également au niveau de l'opposition, où il y a une incertitude au niveau des acteurs de l'opposition, où ils ne savent pas réellement aujourd'hui quelle carte jouer compte tenu des ambitions politiques qu'on a, également compte tenu du système partisan qui a amené beaucoup d'améliorations au niveau du système électoral, où parfois il faut aujourd'hui des grands partis pour pouvoir décider de l'avenir de notre pays, et qu'il ne faudra pas forcément se baser sur des candidatures prises au volet comme ça, qui viennent des candidats que l'on n'espérait pas, qui vont venir de nulle part. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Alors, dans ce schéma-là, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Quelle est la politique qu'il faut mettre en place pour pouvoir quand même avoir un candidat qui rassemble tout le monde, compte tenu en tout cas des régions que l'on a au niveau du Bénin? Il faut un candidat très représentatif, et c'est le jeu auquel doit... Un véritable casting pour, exactement, pour toutes les formations politiques. Oui. On vous écoute, Hamza Tablaï, les cartes à jouer pour 2026. C'est vrai qu'on parle de 2026, mais c'est véritablement 2025 qui annonce les couleurs, notamment les dates que je rappelais tantôt. Oui, moi je trouve que le chantier
chantier encore immense par rapport à 2026. Certes, il ne reste que 2025 pour se préparer, mais une élection, surtout élection générale, se prépare en amont, comme il vient de le rappeler. Et je trouve qu'on n'y est pas du tout parce qu'on a passé ces dernières années à se concentrer sur des choses qui ne sont pas importantes. Et j'indexe bien entendu la classe politique de l'opposition qui pendant longtemps cherchait la bonne formule pour aller contre le pouvoir en place, mais ne trouvait pas les mots qu'il fallait et surtout les stratégies nécessaires pour le faire. Et ça les rattrape aujourd'hui. Hier encore, j'entendais parler d'une certaine lutte pour restaurer la démocratie. Donc le discours entre 2019 et 2024 n'a pas évolué du côté de l'opposition. Ça, c'est du côté de l'opposition. Je ne sais pas si à l'orée de 2025, ça va changer. Je ne sais pas si 2026 y aura une mise en place. Non, à l'orée de 2025, est-ce que ça ne va pas changer parce que c'est le seul vestibule qui reste avant l'entrée de 2026. Et si ça ne se prépare pas maintenant, je pense qu'on aura droit peut-être à une opposition désarticulée, sans bras, et qui va juste se contenter de ce qu'on va lui servir en face. Ce ne serait pas la faute forcément du pouvoir parce que quand on vous offre des opportunités, c'est à vous de définir des stratégies, des couloirs pour pouvoir mieux faire, pour pouvoir faire des propositions. Et je pense qu'il y a énormément d'axes sur lesquels l'opposition aurait dû se concentrer, des axes stratégiques. Hein. Je indexe par exemple l'économie. En matière d'économie au Bénin, il y a suffisamment de zones noires qui méritent de l'attention, qui méritent de la communication, et ça c'est pas fait. Au niveau de la sécurité aussi, le défi de la sécurité, à quel moment vous avez vu un parti de l'opposition faire des propositions pérennes pour qu'on puisse sortir de cette impasse dans laquelle nous sommes depuis un moment? Rien du tout. Donc, et également par rapport à la diplomatie aussi, l'opposition peut proposer des choses qui peuvent aller en ligne droite avec leur projet leur projet politique ou leur programme politique. Donc je pense qu'ils se concentrent beaucoup plus sur des choses aujourd'hui qui n'intéressent pas vraiment beaucoup plus sur, je dirais, des sujets qui ont trait à la politique. On ne s'intéresse pas beaucoup plus aux sujets de société, économie, et vous l'avez relevé d'ailleurs tout à l'heure, mais on se concentre sur ce que d'aucuns qualifient des broutilles. Bien sûr, et je finirai là-dessus en 2 secondes en disant la carte politique qui reste à jouer pour le parti au pouvoir et surtout pour le pouvoir dans son ensemble, c'est surtout une carte de cohérence au niveau du jeu politique. Justement, on reviendra là-dessus, le temps de vous écouter. Oui. Exactement. Je pense que je vais exploiter la dernière phrase de Hamzat qui parle de la cohérence au niveau de la mouvance. Je crois que c'est exactement ce qui se passe quand vous prenez la mouvance aujourd'hui avec le système partisan qui a été imposé ou cette opposition-là. Dès le départ, je ne veux pas citer de nom, mais on se rappelle que les acteurs de l'opposition sont allés sur des plateaux de télévision dans ce pays pour dire c'est une réforme qui va échouer. Et puis après, on est en train de constater que c'est une réforme qui a pris véritablement corps et nous avons quand même une cohérence. Et c'est un appel que Hamzat et moi, nous faisons par exemple au niveau de la mouvance au chef de l'État de ne pas démordre, puisque Marc le disait tantôt, quand on s'accepte avec le système partisan pour construire le Bénin durablement et que nous nous sommes donnés comme modèle politique aujourd'hui le système partisan et les partis politiques se retrouvent à l'épreuve de cet élément de réforme aujourd'hui que nous avons connu. Ça constate également qu'au sein des partis politiques, ces acteurs ne veulent pas forcément que ces réformes aillent jusqu'au bout, mais au même moment, l'environnement politique dans lequel on se retrouve aujourd'hui ne permet pas à quiconque d'enfreindre à ces exigences. Et vous avez vu, comme le disait Marc également, les derniers événements qui ont marqué la vie publique, la vie politique de notre pays. Donc revenons donc à la question de 2026 où nous sommes véritablement, puisque nous sommes en train de parler des élections générales et surtout l'élection présidentielle, il est important, par le passé, on a vu que 2 ans ou à 3 ans déjà, tout le monde est activé, les partis politiques, les rues sont inondées, les week-ends sont sauvagement politiques, mais aujourd'hui, nous sommes en train de constater qu'il y a un assainissement. Et puis, c'est également à la
relatif de cette mouvance présidentielle-là, quand même, qui a montré à chaque acteur politique qu'il faut rester dans les grands ensembles pour respecter ne serait-ce que la devise de notre pays, la fraternité, et qui, au même moment, permet de se connaître. Et puis, les candidatures de dernières heures qui viennent changer tout sont aujourd'hui prohibées. Donc, du coup, nous sommes en train de constater, pour une fois au Bénin, qu'à un an des élections, on ne peut même pas dire avec certitude qu'est-ce qui se passe au sein d'un parti politique, qui sera candidat. Et même du côté du pouvoir. Exactement. Mais la seule chose, rien ne se décide. La seule chose, comme il est important de le dire, et également la seule chose que nous sommes en train d'exiger aujourd'hui, cette réforme qui est à l'épreuve véritablement au sein des partis politiques, soit quand même je dirais, pour une fois, d'accord, un moment de respect. Parce que c'est là où on va constater vraiment si les élections au sein des partis politiques pour la désignation des candidats à investir pour les élections présidentielles sera respectée. Parce qu'il faut également cette démocratie au sein des partis politiques. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les instances telles échelonnées ou les pavés, ou je peux parler même des paliers au sein des partis politiques, ne donnent pas véritablement assez à X ou à Y de sortir le débat aujourd'hui. Mais quand est-ce que les débats seront véritablement évoqués? Lorsque nous savons que en octobre, d'accord, et puis tout ça là, et on a vu quand même qu'on a vu quand même un parti la dernière fois qui a mis en place un comité de stratégie pour réfléchir également sur tout ce qui doit être fait pour améliorer ou pondre ne serait-ce qu'un petit projet de société pour être amélioré. Je crois que les partis politiques, surtout l'opposition qui a refusé véritablement d'évoluer, on ne dira pas que l'opposition a refusé d'évoluer. Il y a eu un cadre de concertation qui a été mis en place. Exactement. Hamzat l'a dit tout à l'heure. Hamzat l'a dit, et c'est vrai, de 2019 à 2024, le débat n'a pas bougé. Et puis, on n'est pas au parti de l'opposition pour rester en marge de l'actualité publique, de l'actualité politique. Et les questions d'ordre sécuritaire, les questions d'ordre économique, les questions pratiquement dans tous les domaines. Oui. Mais justement, avant, pendant et après le dépôt des dossiers de candidature, on ne sent peut-être pas une certaine tension préoccuper les chapelles politiques, mais il n'y a que nous sommes enfermés dans des délais. Dans 10 mois pratiquement, vous l'avez rappelé, on va déposer les dossiers de candidature au niveau de la Sénat. Cette période qui nous sépare de cette date, vous êtes en train d'évoquer les cartes politiques à jouer. Vous avez rappelé qu'au niveau de l'opposition, l'objectif c'est de réussir l'alternance. Mais quand vous regardez l'organisation autour de cette opposition, est-ce qu'on est vraiment préoccupé par l'alternance? On semble être préoccupé, mais en réalité non. Dans les faits, dans les gestes, on a l'impression que ce n'est pas encore ce qu'il faut pour arriver à cet idéal-là. L'alternance, ça se prépare, surtout quand on a en face une machine menée par le président Patrice Talon. Ce n'est pas dans les discours, c'est dans les stratégies. Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie de rester un peu en retrait et d'observer ce qui se fait de l'autre côté pour sortir sa carte le moment venu? Ça pourrait être une stratégie, mais il faut pas rester silencieux au point de faire croire à l'opinion publique qu'on est inexistant. C'est ça justement le piège. Parce que quand vous restez silencieux pendant un certain nombre de temps, on commence par vous oublier. Et lorsqu'on vous oublie, on s'accroche à celui qui est resté actif tout le temps. C'est pour dire en réalité que le président Boni Yayi, qui a régné sur ce pays pendant 10 ans, qui connaît les rouages, même si il n'a pas cette possibilité-là aujourd'hui d'évoluer comme il aurait voulu sur le terrain politique, le président Boni Yayi a donc l'obligation d'unir cette opposition-là, de faire les jeux politiques. Quand on parle de jeux politiques, il n'y a pas à rejeter l'un et à accueillir l'autre. Les FCBE se réclament de l'opposition. Il faut négocier avec eux, il faut discuter avec eux pour, quoi qu'on dise, garantir les parrainages. Parce que voilà un autre gros problème qui peut guetter l'opposition. Actuellement, on a besoin de 28 parrainages pour candidater et l'opposition, en l'occurrence le parti Les Démocrates,
a exactement 28 députés. Quand il y a défection demain, comment ils vont s'arranger? Où est-ce qu'ils vont piocher le manquant ou les manquants? Et donc, il faut sécuriser les parrainages en discutant déjà avec la FCBE qui dispose elle aussi de parrainage. Et donc, il faut gonfler déjà le nombre à cet instant précis et continuer à entretenir cela. En dehors de ça, en face, quand on a une mouvance qui est maîtrisée par Patrice Talon, on peut dire que c'est de l'eau calme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crocodiles en dessous. Parce que le Béninois, les politiciens peuvent être dociles pendant 10 ans à un président, mais à un moment donné, ils sortent une nouvelle face. Quand on constate que le président est en train de finir, nous avons vu comment Boni Yayi a fini. Quand on constate que celui-ci est en train de partir, on sort un autre visage et puis on se repositionne pour l'après. Et c'est dans ce schéma-là que le président Patrice Talon doit rester éveillé pour déjà déceler qui est susceptible de le trahir au moment opportun pour raviser sa position, pour raviser sa rigueur même, à revoir sa manière d'être rigoureux envers les politiciens pour que ce qui est arrivé à l'un ne lui arrive pas. Alors, au même moment, vous appelez, vous l'invitez à jouer la carte de la prudence, à jouer la carte de l'apaisement, vous lui demandez et ensuite d'être rigoureux. Non, alors, comment se mélanger d'être rigoureux? C'est justement là que se trouve la prudence. De revoir sa manière d'être rigoureux. S'il va être moins rigoureux, il le saura. S'il doit continuer à être rigoureux, rigoureux comme il l'était par le passé, il le saura. Oui. C'est la partie où il doit redoubler de vigilance. Mais pas forcément de difficile. Je voudrais relever un truc. La tendance au pouvoir dont nous parlons, où nous discutons tous les jours, n'est pas de l'opposition à la mouvance uniquement. La tendance au pouvoir, c'est le respect strict de tout ce que nous avons dans les tests. Donc un bon démocrate, c'est celui qui respecte la loi. La tendance, c'est quand tu finis ton mandat, tu quittes et que quelqu'un arrive au pouvoir. Donc la tendance peut être aussi de la mouvance à mouvance. Et surtout, le vrai problème, entre autres, mais ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui, le vrai problème, le débat n'est plus au niveau de mouvance opposition. Le débat de la tendance aujourd'hui, c'est au sein de la mouvance présidentielle. Et si nous avons connu l'événement de la nuit du 24 au 25 septembre au Bénin et que nous sommes en train de suivre l'actualité politique aujourd'hui avec toutes les chapelles politiques, on se rend à l'évidence que la tendance au pouvoir aujourd'hui, la question se retrouve au sein même de la mouvance présidentielle. Donc je tenais à souligner de deux traits rouges. Et dire donc que c'est au niveau de la majorité présidentielle qu'il y a des cartes qu'il faudra véritablement savoir jouer. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Oui. Quand on parle au niveau des partis de la mouvance, il n'y a pas une idéologie du parti des mouvances qui fait en sorte qu'on peut dire que les deux partis sont indépendants. Je pense que c'est le chef de l'État seul qui détient les manèges aujourd'hui. Le chef de l'État, Patrice Talon, a un agenda politique que même, je pourrais le dire, que même les partis, dont les partis même ne sont pas informés en réalité. Les premiers responsables des partis. Parce que si vous demandez aux partis aujourd'hui, nous sommes en 2025, nous sommes en janvier, nous sommes juste à quelques mois pour constituer, je vais dire, les binômes. Si vous leur posez la question, est-ce qu'ils savent eux-mêmes qui sont les potentiels candidats pour être à la tête, je dis, de ces binômes, ils ne vont pas vous répondre parce que derrière, ils ne savent pas ce que le chef de l'État pense. Et quand c'est comme ça, il y a un problème. Quand Omar parlait tout à l'heure d'alternance, moi je pense que l'alternance, ça doit être une question de franchise. Et ça se décide avec les partis politiques. Même si vous avez une ligne de conduite claire et établie par rapport à une dictature de développement ou ce que vous voulez, il est important qu'en démocratie, vous puissiez laisser les partis décider d'eux-mêmes. L'alternance se fera au nom, en tout cas, de ces réformes des tests, devrait se faire avec et uniquement les partis politiques. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui que ce soit le cas. La deuxième chose, par rapport aux partis de l'opposition, je pense qu'ils ne sont pas suffisamment prêts.
Je dénotais cela tout à l'heure, mais c'est aussi une partie de... Enfin, c'est leur faute en réalité. C'est la faute des partis de l'opposition de ne pas avoir réussi à faire bloc depuis toutes ces années, de ne pas réussir à dégager une stratégie réelle qui puisse aller face à ce qui a été proposé depuis 10 ans. C'est ça ce qui manque aujourd'hui. Sinon, continuer à faire le même débat, le même discours de 19 à 2024 ou 25, qui continue à dire oui, il faut restaurer la démocratie. Non, je pense qu'il y a des points, il y a véritablement des points clés qui méritent de la lumière. Oui, exactement. Et aujourd'hui, je me demande, est-ce que les partis de l'opposition, particulièrement les démocrates, est-ce qu'ils sont prêts face à ce qui les attend? Est-ce qu'ils ont eu le temps même de faire, je ne sais pas, différentes analyses? On ne dira quand même pas qu'ils ne sont pas prêts, parce que, je le rappelais, il y a un pas qui a été posé, la création du cadre de concertation. Oui, c'est pour réfléchir sur les stratégies à mettre en place, pour aller à la conquête du pouvoir. Non, je pense que ce cadre a été initié dans un but précis, à savoir le toilettage de ce code électoral. C'est ça le premier but de la constitution de ce cadre. Mais au-delà de cette question, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été proposé par rapport à la question de l'économie, par rapport à la question de la sécurité, par rapport à la question de cette rupture diplomatique qu'on a connue pendant plusieurs années avec le Nigeria, pendant un temps ensuite avec le Niger et maintenant avec le Burkina Faso? Est-ce que derrière, il y a des propositions qui sont dégagées de ce cadre de concertation? À part les petites tirades à l'intérieur, rien du tout. Et ça donne un avantage clair et certain au parti de la majorité. Tout ce qu'Abdoumat est en train de décrire aujourd'hui reflète en réalité le vrai visage que l'on perçoit de notre opposition aujourd'hui. Parce que moi je me dis, c'est vrai que les questions au niveau de l'audit du fichier électoral est une question très préoccupante, parce que moi je dirais même que j'irai au-delà de l'audit du fichier électoral, je parlerai plutôt de l'audit de l'état civil. Parce que n'oublions pas, même avec tout le travail que l'année pas fait jusque-là, il y a des problèmes qui se sont posés. Il y en a même des gens qui n'avaient même pas, qui n'étaient pas béninois, mais qui ont pu avoir, par exemple, la nationalité béninoise à partir du CIP, par exemple. Et donc, il y a un problème qui se pose à ce niveau où il va falloir auditer, d'accord, l'état civil pour voir si tous ceux qui sont dans le fichier, effectivement, sont réellement des béninois. Ou s'il y a des non-béninois qui sont... C'est important que l'opposition, en sa qualité de contre-pouvoir, par exemple, puisse initier cela. La question qu'il soulève, c'est que en dehors des questions politiques et électorales... Exactement. Est-ce que l'opposition aborde également... Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'opposition est beaucoup plus concentrée d'abord sur ces questions politiques et laisse de côté les vraies questions électorales qui les attendent. Parce que ce que les Béninois, la plupart des Béninois attendent d'eux, c'est un bilan par rapport aux actions qu'ils ont pu mener pendant que Patrice Talon était en train de diriger. Quels sont les arguments qu'ils ont pu donner, quelles sont les appréciations ou bien les avancées ou bien des améliorations qu'ils ont pu apporter à la gouvernance. Aujourd'hui, ils se laissent beaucoup plus sur les questions politiques et ils oublient les vraies préoccupations des Béninois, parce qu'ils se basent en réalité sur l'électorat qu'ils ont pu obtenir après les élections législatives, et donc ils se calquent dessus et se disent déjà que c'est une grande avancée. Mais cela ne suffira pas pour balancer la donne lors des élections présidentielles qui vont venir. Et donc pour ça, il va falloir qu'ils, en tout cas, quittent totalement ce terrain-là politique et commencent à aller sur le terrain pour pouvoir aller recueillir les vraies préoccupations des Béninois et commencer par essayer de répondre à ces préoccupations en proposant une alternative. Qu'est-ce qui est en réalité le bien fondé de leur idéologie aujourd'hui? Parce que ce n'est pas seulement, vous n'allez pas seulement vous calquer sur les comptes performances de l'autre pour pouvoir trouver des arguments politiques. Non, il va falloir aller au-delà de ça. Parce que tout le monde sait que lorsqu'un chef d'État est là, il ne va pas toujours faire quelque chose, en tout cas, il ne va pas être parfait, parce que toute vie humaine n'est jamais parfaite. Et donc, tout ce qu'il fera, il y aura quand même des choses qui ne vont pas aller. Et lorsque vous allez seulement vous appesantir sur ça pour essayer de trouver de l'électorat, ça ne va pas forcément fonctionner. Il faut que vous proposez une autre alternative. Et vous savez, au niveau du grand ensemble, c'est-à-dire des grands partis, de la grande mouvance présidentielle, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre en ce qui concerne le choix du Dauphinat. C'est le chef de l'État qui a le monopole, et il a déjà mentionné plusieurs fois. Aujourd'hui, l'opposition même est en train d'aller déposer une demande d'audience
confiance auprès du chef de l'État. Alors que si vous suivez bien l'actualité, dernièrement, le chef de l'État s'est prononcé sur l'état de la nation. Il a été ferme par rapport à certaines décisions, par rapport à certaines négociations politiques. Il a été très strict là-dessus. Et lorsque vous avez en face quelqu'un comme ça, ça veut dire que sur le terrain politique, n'attendez pas grande chose. Parce que lui également, il est en train de pouvoir vouloir que, en tout cas, tout ce qu'il a entrepris au cours de ces 10 années puisse continuer. Et donc, il est en train déjà de préparer son dauphin. Et donc, en préparant son dauphin, c'est qu'il ne va pas laisser... On reviendra dans nos émissions sur la question du dauphinat. Il y a un dernier aspect que nous allons aborder puisque le temps est complètement parti, c'est vrai. Politique, je ne suis pas d'accord quand Hamzat dit que les partis de la mouvance n'ont pas de responsable ou de responsabilité, n'ont pas de mot à dire que c'est le chef de l'État qui dirige les partis. C'est bien faux, parce que nous savons que, qu'on le veuille ou non, la mouvance présidentielle il y a des partis qui soutiennent les actions d'accord du chef de l'État qu'on appelle les partis de la mouvance. Ça ne voudrait pas dire qu'au sein de chaque parti, il n'y a pas une certaine autonomie. La preuve, vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez très bien, les dernières élections, les élections passées, les différentes, je dirais, pratiquement agressions qui existent entre ces deux partis sur le terrain. Donc c'est pour dire les intérêts ne sont pas les mêmes. Et puis, au même moment, quand le chef de l'État dit, vous qui me soutenez, qui soutenez mes actions, vous devez être suffisamment respectueux des tests. Ça n'a rien à voir de penser ou d'assimiler ça à de l'inaction. Je ne pense pas. Parce que le chef de l'État ne dirige aucun parti de la mouvance. Il est le chef de la majorité. Lorsqu'on a vu que Adambi avait posé un acte qui portait atteinte, en tout cas à la hiérarchie du parti, vous avez vu, non seulement il a été sanctionné par le parti, mais le chef de l'État a appuyé sur le point. Donc cela implique que le chef de l'État est au cœur même de toutes les partis de la mouvance. Soyons dans la chronologie. On va permettre à Hamzat de réagir. Hamzat avait déjà réagi. Il va réagir. C'est lui qui pose les problèmes. À vos propos. Et après, on va donner la parole à Omar. Sur le plateau du grand rendez-vous, quand on veut aller dans la contradiction, on doit apporter des arguments. Merci pour vos arguments, en tout cas, Marc. Mais on doit être d'accord là-dessus. Le chef de l'État l'a signifié plusieurs fois et dans sa posture, il n'est plus que le chef de l'État. Il est le chef des partis politiques qui sont sous lui. Et moi, je dis souvent que nous n'avons pas... nous allons peut-être graduellement vers un régime unique, mais démocratisé. C'est-à-dire des partis monozygotes qui sont issus du même tissu, du même œuf, qui ont la même idéologie derrière et qui n'ont pas absolument la possibilité de décider en réalité. C'est juste de ça qu'il est question. Je suis d'accord avec vous, les soutiens se font. Vous n'êtes pas d'accord en disant, lorsque je vous donne l'exemple de ce que la contradiction électorale pour des élections communales législatives au sein de ces partis, prenez ça comme un exemple. Je ne suis pas dans le dilatoire parce que vous dites que sur ce plateau, il faut apporter des exemples. Absolument, ça, c'est un exemple que j'avais apporté. Deuxième chose, vous n'êtes pas sans savoir également que ces deux partis sont autonomes. Troisième chose, c'est le chef de l'État n'est pas président au niveau du bloc républicain qui a une idéologie claire, c'est Abdoulaye Biotchani qui est le président du parti. Deuxième chose, c'est Diop qui préside et ce n'est pas fini. Jacques Ayadi, il y a plusieurs partis au sein de la mouvance. Vous n'allez pas dire aujourd'hui, vous n'allez pas dire, puisque dans vos propos tout à l'heure, vous avez dit, Hamzat, que l'opposition, au-delà d'avoir un cas de concertation, n'est pas arrivée à régler les problèmes d'ordre, je dirais même universel, qu'on le veuille ou non, sur le plan de la sécurité, etc. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le cas de concertation représente ou regroupe tous les partis de l'opposition? Non. Il y a également le fait que les FCB se disent aujourd'hui écartés de cette question. Plus loin, est-ce qu'on va dire Boni Yahi est le président de tous les partis de l'opposition? Non. Donc, il n'y a pas de confusion parce qu'on a vu de par le passé, Boni Yahi dirigeait.
va en réalité en contradiction avec ce que vous dites. En réalité, le chef de l'État est à la base et même le noyau de cette partie politique. Vous êtes en train de faire des discours politiques. Ça, c'est dans les faits. Ça, c'est votre commentaire. Oui, je ne suis pas d'accord. Vous imaginez qu'on va nommer, par exemple, un ministre au sein du gouvernement, tant que les partis politiques de la grande mouvement ne font des propositions. Quel parti est venu te dire que le chef de l'État a nommé... Mais on les voit sur le terrain, non? Il y a des ministres, par exemple, qui sont membres de ces partis-là. Ne dites pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Non, sérieux. Il y a de ces ministres qui sont membres de ces partis. Parce que vous ne lisez pas les rapports, c'est sur proposition du ministre. Permettez. Oui. Sur proposition même des partis politiques, je vous le dis. Sur proposition des partis politiques. Moi, je insiste vraiment là-dessus. Le chef de l'État est le seul maître horloger de tout ce qui se passe au sein des instances politiques de sa famille politique. Permettez la tautologie, mais j'insiste sur un point essentiel. C'est qu'on n'a jamais vu de 2020 à 2024 un parti politique issu de la mouvance présidentielle dédier une seule fois, citez-moi une seule ligne, dans un seul article de journal, où un parti de la mouvance a dédié une seule fois le chef de l'État. C'est la preuve que c'est le chef de l'État qui détient uniquement les rênes des partis politiques et dicte la conduite à tenir. Actuellement, c'est le président Patrice Talon qui tient les rênes, qui dicte la conduite à tenir. Le calme qu'on observe, la discipline qu'on observe au sein des partis politiques, c'est le chef de l'État qui l'a voulu ainsi et ça se respecte ainsi. Les partis, les chefs de parti, les membres des partis politiques sont dociles parce que le chef de l'État l'a voulu ainsi. Mais je me pose une question. Ça va rester ainsi jusqu'à quand? Jusqu'à quand ils vont rester dociles? Jusqu'à quand ils vont continuer à obéir au chef de l'État? Grosse interrogation, justement, c'est que c'est un parti. Il y a un dernier aspect que vous avez soulevé en parlant justement des cartes politiques qui seront jouées en 2025. Vous avez parlé du peuple béninois qui reste la dernière carte. Oui, a priori, en démocratie, c'est le peuple qui détient la dernière carte, la carte pour trancher. Il y a mouvance, il y a opposition, même au sein de la mouvance, on a vu le bloc républicain, l'UP, le renouveau, aller avec les démocrates aux élections. On a vu comment le peuple a tranché, a préféré donner la majorité à l'UP, le renouveau, a préféré donner part égale au bloc républicain et au parti les démocrates. Et donc, c'est le peuple qui tient la carte pour trancher. Et donc, pour avoir l'avantage du peuple, il faut faire les bons choix, il faut distribuer les bonnes cartes. Les partis politiques vont jouer toutes leurs cartes et au peuple béninois de trancher à la fin, en allant aux élections, en allant voter. C'est pour ça que même dans le choix du peuple, par exemple, il y a des membres qui sont très importants, par exemple, qu'on n'a pas mis en exergue. Ce sont les leaders régionaux. Les leaders régionaux jouent un rôle très prépondérant dans le choix, par exemple, du peuple. Parce que c'est eux qui sont à la base. Je sais qu'il y a beaucoup de développement, je ne vous coupe pas, il y a beaucoup de développement à faire autour de la question du peuple. Et je propose qu'on revienne en plateau un de ces dimanches pour aborder la question du peuple électeur. Vous êtes d'accord avec moi, je suis bien d'accord, mais c'est là que les amis doivent comprendre qu'en démocratie, c'est le peuple qui a le dernier mot et non un chef de l'État. Donc lorsque vous comprenez ça et vous savez que au sein des partis politiques, les militants que vous appelez opposants ou mouvanciers sont également le peuple que vous manipulez. Donc du coup, ce n'est pas le chef de l'État qui décidera de ce que l'État ira faire dans les urnes. Ça c'est sûr. Ce n'est pas vrai. Il y a une démocratie au sein des partis politiques. Vous pouvez avoir une lecture. Mais lorsque vous êtes un père de famille, il y a quoi vous faites de cadrage? Hamzat, allez-y. Voilà. Parce que le temps nous presse. Oui, complètement. Le premier point, j'allais parler du défi de la participation électorale. Quand vous prenez les élections
de 2019 à aujourd'hui, je pense que nous sommes en train d'aller vers la décroissance du taux de participation. Bien sûr. Le désintéressement du peuple. Exactement. Et ça, c'est normalement dans une... Non, je vais finir après. Normalement, dans une démocratie, ça préoccupe. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Quand Ouma parlait du peuple qui détient la marge, aujourd'hui, c'est plus le cas au Bénin. Parce que nous sommes en train de passer progressivement du suffrage universel direct vers un suffrage universel indirect. Ça doit préoccuper qui? Je vous l'annonce. Ça doit préoccuper le débat. C'est parti de l'opposition. Et nous, ces acteurs-là, nous sommes tous responsables. Nous sommes responsables. Nous aurons le temps de revenir, puisqu'il y a beaucoup de sujets concernant ces élections que nous allons aborder. On reviendra sur cet aspect de la chose. Et je vous dis, ce sera ce plateau qui sera constitué. Exactement. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Oui. Je place un mot. En réalité, oui, mais on n'a pas parlé de la question des primaires des partis politiques. Je crois la question de ça. Par rapport à la question du Burkina, la question des primaires. Si à 10 mois du dépôt des candidatures, personne n'a annoncé qu'il y aura des primaires au sein des grandes instances, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Mais tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu au sein des partis des décisions qui ont été prises, qui ont mis des comités pour faire du travail. Vous n'êtes pas militant. Vous n'êtes pas militant. Vous n'êtes pas militant. Exactement. Vous n'êtes pas militant. Donc, c'est ce qui se fait. Dans un instant, ce sera l'œil de l'expert avec notre enseignant-chercheur en sciences politiques, une question qui appelle d'autres. Et le Bénin, à 1 an des élections générales, est-il confronté à un choc politique historique, à la lecture de l'ambiance qui y règne et au regard également du débat que nous venons de faire ici ce soir? Dr Fidèle Ayena se prononce dans l'œil de l'expert. Je ne pense pas qu'on puisse parler en termes de choc politique parce que lorsque vous observez bien le contexte d'animation de la vie politique, à 1 an et même à moins d'1 an de la tenue des élections générales dans ce pays, il y a plutôt un calme qui normalement doit inquiéter. Les turbulences politiques qu'on peut observer de la part des chapelles politiques de tous bords, on ne les observe pas. Et il faut se poser donc la question du pourquoi. Et pour tenter de répondre à cette question de pourquoi, il faut savoir que la réforme du système partisan dans ce pays est restée inachevée. Elle n'est pas complète, il lui manque un maillot fort, c'est-à-dire le débat politique qui doit normalement être centré sur un ancrage idéologique fait défaut. Et si vraiment le débat politique est un débat idéologique avant tout, nous ne serions pas dans ce calme tonitruant, en quelque sorte, à quelques encablures de la tenue des élections, et qu'en plus, élection générale, nous disons, pour 2026. Je vous donne par analogie le cas américain, même si les États-Unis d'Amérique ont leur particularité en matière d'organisation des élections. Mais c'est cela la démocratie. La démocratie, c'est le débat, c'est la confrontation idéologique. Et cela se faisait déjà même 2 ans avant la tenue des élections. Observez que pour nous au Bénin, à moins d'1 an, il ne se passe rien. Cela s'explique par le fait que l'absence, la porie des idéologies est remplacée, est renforcée par la présence transcendantale des leaders, des acteurs politiques. Aujourd'hui, le débat politique autour de la conquête du pouvoir politique se tourne autour des personnes, des notabilités politiques. Nous n'avons pas d'idées à défendre, nous avons des soutiens à des personnes à prôner. Et lorsqu'on est par exemple de la mouvance gouvernementale, il faut soutenir le leader de la mouvance gouvernementale jusqu'au bout. Et lorsqu'on n'y parvient pas, on commence par se poser des actes de déloyauté politique. Et lorsque nous sommes dans l'escarcelle des formations de l'opposition, il faut chercher à soutenir une personne qui incarne ou qui occupe à lui tout seul, qui monopolise l'espace public à lui tout seul dans le champ de l'opposition. Et donc ça fait que
lorsqu'on n'est pas sûr des personnes pour parler de l'opposition, il n'y a donc pas de débat. L'opposition qui doit donner le top des débats, du dialogue politique, hein, de l'animation de la vie politique, ne peut rien faire dans le sens, en cohérence de la tenue de ces élections pour apprêter l'opinion publique, pour travailler, pour structurer l'opinion publique vis-à-vis de l'offre politique, vis-à-vis des produits politiques qu'il serait à même de proposer à ces échéances électorales. Rien. Parce que dans la mentalité, ou plutôt la culture politique de l'opposition, on attend de valoriser des produits en termes de notabilité politique, c'est-à-dire des hommes. Et en matière de la mouvance gouvernementale, c'est la même politique, c'est-à-dire que nous ne défendons pas une idéologie, nous défendons dans la continuité une personne, un leader politique, donc le président de la République, qui doit qui est le chef d'orchestre, qui doit déterminer qui pourra assumer les acquis politiques qu'il a mis en place depuis 10 ans, n'est-ce pas, sensiblement. Et donc, le débat politique se tourne donc autour des notabilités politiques et non autour d'un socle idéal, d'un socle idéologique, ce qui est bien dommage. S'il faut tenir compte de la réforme du système partisan, il ne faut pas espérer que nous arrivions d'ici 6 mois à un débat idéologique dans une confrontation des offres politiques entre l'opposition et la mouvance gouvernementale. Il ne faut pas espérer cela. Il faut espérer que, malheureusement d'ailleurs, ce soit des notabilités politiques qui fassent la valse politique. Donc c'est un peu comme le casting politique pour savoir qui serait à même de représenter les intérêts ou de l'opposition ou de la mouvance gouvernementale. Non, vous savez très bien qu'il y a toujours des ambitions. S'il y a une certaine dichotomie qui caractérise les formations politiques, c'est en raison notablement des ambitions personnelles des acteurs politiques au sein de ces formations. Vous prenez les partis de l'opposition. Si les positionnements ou repositionnements ont du mal à se faire en faveur de tel ou tel leader politique, c'est justement parce que les ambitions politiques des uns écrasent celles des autres. Et quand vous prenez les formations de la mouvance gouvernementale, évidemment qu'il y a des ambitions politiques et en relation avec ce que je viens de dire, ces ambitions politiques seront toujours contrôlées par le leader, je dirais en quelque sorte le leader transcendantal ou charismatique qui contrôle ces ambitions, et que lorsque ces ambitions sont prônées dans une forme d'indiscipline politique, vous êtes écarté tout simplement. Le Bénin reste une démocratie expérimentale. Il faudrait quand même ramener le débat politique centré sur des idées. Parce que l'offre politique, nous sommes dans un marché de l'offre et de la demande politique. Et l'offre et la demande politique ne sauraient être structurées sans les idées, sans une vision politique et qui est ancrée sur des idéologies de développement, d'accord? Et donc, il faut ramener forcément le débat politique sur des idées pour que ce soit plutôt des débats d'idées et non des débats de personnes, des débats d'intérêts égocentriques sur des personnalités, et que les personnes se rangent plutôt du côté derrière le rideau et laissent l'écran du rideau afficher les idées et donc des programmes politiques. Et c'est en cela que l'élection vient jouer ce rôle de régulation de l'offre et de la demande pour savoir si les produits qui sont proposés à l'élection sont des produits défectueux et ce qui sera sanctionné par un échec. Et si ces produits sont performants, ce sera sanctionné par une victoire. Donc, pour permettre dans la structuration de l'opinion publique que les électeurs, les citoyens soient pénétrés par la dimension des programmes politiques des acteurs ou des formations politiques, encore faut-il que l'éducation, l'apprentissage de la chose publique et politique se fasse à partir des idées, des idéologies. L'élection joue le rôle de régulateur, d'accord, de l'offre politique.
à des échéances régulières. Et c'est en cela que le peuple, les citoyens, les électeurs sont convoqués pour venir dire si les produits faits par les acteurs politiques sont toujours performants pour continuer d'être proposés, ou si c'est pour le changement, si vraiment ces produits peuvent être expérimentés, et donc pour le profit et le bien-être du peuple. Alors, l'électeur, le citoyen, il joue quel rôle? Son rôle, c'est à travers l'élection. Mais si l'élection n'est pas ancrée sur l'idéologie et donc sur des programmes qui sont suffisamment étoffés par une idéologie de développement économique, par exemple, de développement politique, par exemple, je pense que ce rôle qui est conféré par la Constitution et les textes de la République à l'électeur, de venir sanctionner à des échéances régulières les programmes politiques des acteurs politiques ou des partis politiques, ce rôle sera biaisé si vraiment c'est l'acteur politique plutôt qui vient s'offrir comme un produit. Si c'est les leaders politiques qui veulent rester comme des leaders charismatiques et qui s'offrent sur le marché électoral comme des produits à valider par l'élection. C'est la dernière partie de ce grand rendez-vous. Nous sommes en toute franchise avec nos invités, deux acteurs militants politiques. Il sera question avec eux du tournant politique qui nous mène aux élections générales de 2026. Quel regard ont-ils de cette année dans laquelle nous sommes, l'année 2025? Et nous les entendrons. Majidi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le premier vice-président du parti Les Patriotes, rassemblement des Kérékouistes. Merci de répondre présent à notre invitation. Abibiza Kadjaï, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. Vous êtes acteur politique, militant et soutien de la majorité présidentielle et du président Patrice Talon. Merci d'être avec nous. Je vais commencer par vous, Monsieur Zin Majid. Votre formation politique est née le 30 novembre 2024. Comment mène-t-elle sa marche pour compter parmi les formations politiques qui pensent aller aux élections générales? Merci beaucoup, M. Adandejan. Permettez-moi de vous remercier pour l'invitation, remercier votre chaîne et nous donner l'opportunité d'expliquer à nos compatriotes les motivations qui nous ont poussés à franchir ce pas. En effet, le 30 novembre 2024, nous avons tenu le congrès constitutif de ce nouveau parti à Porto Novo, la ville capitale, afin de proposer à nos compatriotes une nouvelle offre politique, je peux l'appeler comme ça, en tout cas, un creuset dans lequel des compatriotes qui ont envie de s'engager pour servir le pays, pour améliorer les politiques publiques, puissent avoir un espace d'expression légal, j'allais dire, parce que selon les tests de notre pays, il faut se constituer régulièrement en parti politique afin d'opiner sur la vie politique du pays. Donc, c'est pour ça que nous nous sommes organisés pour le faire et nous sommes heureux d'avoir l'occasion aujourd'hui d'expliquer, de donner un petit aperçu de ce que nous proposons. Alors, oui, justement, on va revenir un peu sur ce que vous proposez, mais quelle est votre appréciation de l'ambiance politique actuelle en République du Bénin? Bon, vous savez, je ne sais pas de manière précise. Pour nous, tout va bien, il y a la paix, on n'est pas en guerre, tout va bien. Les Béninois vaquent à leurs activités, les paisibles populations vont et viennent. Nous voyons à la télévision que les formations politiques tiennent des réunions, des séances de travail. Nous n'avons pas connaissance d'une crise, d'un problème particulier. Donc, de notre point de vue, ça va, à moins que vous ayez besoin qu'on apprécie un aspect particulier. Alors, quelle est votre position sur l'échiquier national? D'abord, le parti est dans le processus administratif d'enregistrement, c'est-à-dire pour avoir le récépissé afin de pouvoir exercer légalement. Donc, pour l'heure, nous ne pouvons pas déjà dire publiquement quelle est notre position, mais vous pouvez imaginer déjà que
si vous consultez la liste des partis, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, notre mouvement n'est inscrit nulle part. Donc, en attendant que nous finissons les formalités d'enregistrement et de reconnaissance officielle, nous travaillons à faire en sorte de rendre public notre position et notre D'accord, proposition. pour l'instant, vous êtes sans position, on vous aura compris. Quelle est votre appréciation à quelques mois de l'ouverture du dépôt des dossiers de candidature en premier pour l'élection présidentielle et ensuite pour les élections communales, municipales et législatives? Avant de prendre la parole et vous répondre, je voudrais observer une minute de silence. Parce que juste après cet événement, c'est ma première sortie publique dans les médias. Une minute de silence, enfin pas une minute de silence, une pieuse pensée pour nos compatriotes patriotes qui sont tombés au front. Aussi pour nos compatriotes du côté du Apapa. Pour vous répondre, c'est que la mouvance en général, dans la sérénité, sans agitation aucune, pour ce que je sais, n'étant dans aucun parti de la mouvance, étant proche de tous les partis de la mouvance aussi, des partisans politiques de la mouvance et non politiques de la mouvance, nous sommes tous dans la sérénité, en toute sérénité, nous travaillons à affûter les âmes, stratégiquement, à plusieurs niveaux, dans la grande communication, il y a plusieurs paliers, et aussi dans la stratégie politique, il y a aussi plusieurs paliers. Donc nous travaillons à nous organiser pour continuer la dynamique qui est en cours en 2026. Et ce qui va de soi, ce qui est important d'ailleurs, parce que 2025 sera une année de grande communication, parce que 2025 seul ne suffira pas pour présenter, communiquer sur les actions, sur le bilan du président de la République. Donc nous travaillons à nous organiser, en tout cas à mon niveau, dans mon groupe, pour qu'il y ait eu cette communication qui permet aux Béninois de prendre conscience de son quotidien en fait, parce qu'il ne sert à rien d'aller vendre aux Béninois ce qui n'existe pas. Mais aujourd'hui, il est important de prendre conscience aux Béninois de ce qui a changé dans sa vie et dont il n'a pas conscience. Parce qu'aujourd'hui, si je prends un exemple, je rentre dans le bilan immatériel du président de la République. Je veux parler de la digitalisation, de tout ce qui est derrière, parce que la liste est longue. Aujourd'hui, le Béninois ne sait même pas que les actes, les documents qu'il obtient en ligne font partie du bilan du président de la République. Pourtant, il en jouit tous les jours, il en profite tous les jours. Il faudrait aujourd'hui travailler à faire prendre conscience aux Béninois que ce n'est pas que les routes. Les routes, c'est là, tout le monde voit, on sait, on comprend. Il y a tellement de choses qui ont été réalisées que le Béninois profite dans le gain quotidien du Béninois. Et aujourd'hui, nous travaillons quand même à ce que le Béninois ait conscience. Stratégiquement, je parle stratégiquement, ça rentre dans le cadre des élections. Parce que les âmes, on ne les affûte pas publiquement à un certain nombre de mois. Alors, vous avez dit que vous n'êtes dans aucune formation politique, que vous êtes pourtant proche de toutes les formations politiques. Est-ce que vous sentez un engouement au sein de ces formations politiques-là pour affronter les différentes échéances qui viennent? Je vous parle de la sérénité, parce que d'un camp ou de l'autre camp, en général, de toutes ces formations politiques, les camarades sont très très sereins. Ils travaillent dans le calme, dans la stratégie. Vous savez, on ne gagne pas une élection dans le bruit, dans l'agitation. Quand on va à une élection, on s'organise, on se donne les moyens de gagner cette élection. Et au-delà de tout ce que vous pouvez présenter, il faut vendre la candidature avec une communication politique. Donc, les camarades travaillent, les partis politiques travaillent, les amis du président de la République travaillent, les anciens amis du président, les CCC et autres travaillent. Nous travaillons quand même. Tous ceux qui sont dans le milieu politique, ils sont en train de travailler. Alors, comment vous vous organisez? Puisque, vous l'avez rappelé, votre formation politique est en train de mener les démarches qu'il faut pour obtenir son récépissé. Comment est-ce que, en attendant cela, vous vous organisez, puisque vous avez l'ambition de compter parmi ceux-là qui vont à ces élections? Merci beaucoup. On
on s'organise, comme vous l'avez dit, notre priorité actuelle, dans un premier temps, après le processus administratif, c'est d'expliquer à nos compatriotes qu'il y a une nouvelle possibilité pour eux de s'engager. D'accord, de contribuer, puisque de manière libre, hein, cela veut dire que nous savons, nous suivons l'actualité. Tous les jours, nous avons des démissions, ça et là. Nous avons des bruits. Vous les récupérez? Non, je n'ai pas dit ça. Je veux dire qu'ils ont droit d'avoir une chapelle qui les protège, qui leur permet de s'exprimer librement. Cela veut dire quoi? Que nous allons communiquer pour montrer à nos compatriotes qu'il y a d'autres possibilités en dehors de l'existant pour pouvoir se prononcer, pour opiner sur comment changer. Vous voulez miser beaucoup plus donc sur la communication? Est-ce que vous pensez que oui, oui, tout à fait. Tous les moyens qui sont connus en la matière pour faire en sorte que c'est d'abord en termes de méthode et d'approche. Mais il faut reconnaître que dans notre vision, nous ne sommes pas focalisés sur une échéance quelconque tout de suite. Non, nous travaillons sur un projet du futur. Ce n'est pas maintenant qui compte pour nous. Et d'ailleurs, nous écoutons et nous observons qu'il y a beaucoup de réserves sur les conditions pour l'organisation des prochaines échéances. Et pour ça, nous comptons participer au débat. Nous comptons nous organiser pour apporter les idées. Il y a des points précis, qui ont retenu votre attention. Ce n'est pas un secret que les gens ont des réserves sur le code électoral, sur ça et là. J'ai pu suivre avant le démarrage de cette émission, une autre émission en cours sur votre chaîne. J'ai suivi des débats. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose. Il y a des difficultés, il y a des réserves, il y a des inquiétudes. Notre rôle, c'est de travailler à faire en sorte que les différents protagonistes, les différents acteurs en présent, nous puissions leur proposer des idées afin de faire en sorte que, contrairement aux années passées, que notre pays puisse vivre les élections comme des moments de fête et de fraternité et de cohésion nationale. C'est très très important pour nous. Et pour ça, nous ne devons pas contribuer à ce qu'on ait encore des mécontents au terme de ces processus, parce que ça peut accroître le risque des fractures au niveau de notre pays. Or, nous n'en avons pas besoin maintenant. Bon, les mécontents, il y en a toujours après une élection. Hein. Vous savez, on ne va pas à une élection pour gagner. Et pour perdre, pardon. Pour perdre, mais quand on perd, on a toujours mal. Mais quand j'entends mon vis-à-vis dire qu'il y a des réserves, c'est normal qu'il y ait des réserves. Parce que quand vous parlez de réserves, quand vous n'êtes pas prêt pour aller à une élection, qu'est-ce que vous faites? Vous passez du temps à distraire les autres. Et puis les uns peuvent appeler ça réserve, pendant que les autres appellent ça distraction, perturbation du processus électoral. Moi, j'appelle ça distraction, perturbation du processus électoral. Il y a un code électoral, la loi est là. Il y a un cadre pour aller aux élections. La loi est à partir de ce moment où la Cour constitutionnelle, la loi a été votée à l'Assemblée nationale, contrôle de constitutionnalité. Ça passe, ce filtre, ça rentre au niveau de la présidence et que le président de la République promulgue. Donc ça s'impose à tout le monde. Il faut travailler aujourd'hui à aller aux élections. Il ne faut pas travailler à distraire le peuple. Quand on n'est pas prêt, effectivement, à affronter le processus électoral, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire une communication vaseuse, rester là, critiquer les actions du gouvernement, au lieu de proposer, de faire des propositions, avoir un projet de société crédible et dire, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Cette année, moi, je voudrais bien que l'opposition, en sortant chaque fois, en faisant une critique, puisse apporter une solution à la critique pour dire, nous on aurait été là, on aurait pu faire ça. 9 ans durant, nous n'avons rien vu de tel. Mais c'est quoi le problème exactement? C'est quoi le problème de cette opposition-là? Cette opposition qui ne propose rien, qui n'a rien dans son sens. Est-ce son rôle? Est-ce le rôle de l'opposition de proposer? Votre vis-à-vis, son parti politique n'a pas encore choisi son camp précis pour animer la vie politique, mais pour l'instant, il a évoqué un certain nombre
de réserve par rapport au processus qui nous conduit. Je ne suis pas en train de lui répondre. Oui, je suis plutôt en train de répondre à son observation, à sa façon de voir, sa compréhension de la chose. Justement. Non pas en tant que lui, non pas en tant qu'individu. Je ne focalise pas mon analyse sur lui, ma réaction sur lui. Mais au contraire, je suis en train de répondre à une certaine opposition. Donc vous comprenez un peu. Parce qu'il a parlé de réserve. Il n'y a pas de réserve. Il y a juste de la distraction. Vous savez, la distraction politique fait partie de la stratégie politique. Nous sommes des politiques, nous savons parfois, à un moment, comment il faut faire du dilatoire, comment il faut distraire des gens, comment il faut s'effreurer, etc., etc. Nous sommes dans un cadre politique. Est-ce que vous vous retrouvez je suis sûr que mon cher ami, il est conscient qu'il est en train de nous distraire. Vous venez d'arriver, vous venez d'arriver dans l'arène. Nous étions depuis avant 2016, nous continuons d'être. Nous comptons. On va lui permettre de réagir. Allez-y. Le lancement d'une nouvelle formation politique ne veut pas dire que les acteurs à la base viennent d'arriver. Moi, je viens de vous remarquer sur l'échiquier politique. De toutes les façons, et comme vous le savez, les réserves dont moi je parle, ce n'émane pas seulement des acteurs politiques. Vous voyez la société civile, vous voyez des missions internationales venir dans le pays, de la CEDEAO, de tel ou tel, des forces sociales constituées, des centrales syndicales, tout le monde en parle. Et donc, même les citoyens, lambda, quand nous regardons les radios trottoirs et tout, il faut être aveugle pour ne pas voir, il faut être sourd pour ne pas entendre cela. Et donc, de manière responsable, je pense que tout acteur qui est conscient de sa responsabilité dans la destinée d'un pays, il ne faut pas banaliser cela. Je pense que c'est très important. Quel que soit le poids de ces réserves, qu'elles soient mineures, comme je l'ai dit, nous avons connu il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, les périodes des échéances électorales. Notre souhait, c'est de travailler à ce que, comme vous l'avez vu, aux États-Unis, tout près, dans les grands pays, nous souhaitons, et le Bénin a déjà fait la preuve par le passé, nous souhaitons travailler avec toute la classe politique, tous les acteurs, toutes les forces, pour promouvoir l'idée que les périodes des échéances soient des périodes comme nous le faisons actuellement, d'échange d'idées. Voilà, on peut ne pas être d'accord sur tout, mais que ça se passe dans la bonne ambiance, dans la fête, et vous imaginez, dans nos villages, dans nos communautés, les gens sont tout le temps, ils ne s'entendent pas sur tout, mais il y a la bonne ambiance. C'est ce que nous souhaitons, qu'il n'y ait pas de crise et que le minimum de règles sur lesquelles ces élections doivent se dérouler puisse faire l'objet d'un minimum de consensus. Monsieur Zing, c'est ça, non? Oui, tout à fait. Monsieur Zing, oui. J'observe que vous êtes béninois bon teint, voilà. Mais j'ai des doutes si vous avez eu à passer une période électorale au Bénin une fois, tout au moins, pour vous répondre. À la veille de toutes les élections, nous vivons dans une communauté régionale, la CEDEAO, la francophonie, tout ce que vous pouvez citer, c'est un balai au fait. Ils sont toujours là. C'est normal, c'est pour aider à préserver le cadre. D'abord le cadre législatif, donc les lois, au respect des lois, etc., etc. Pour vous, c'est une première, puisque vous en faites cas. Nous, ça fait partie de... C'est le quotidien à la veille de chaque élection. Maintenant, ce dont vous parlez, la société civile, prenez-les individuellement sortir de leur responsabilité de société civile. Ils sont partisans de ci ou de ça. Vous savez, à partir du moment où c'est difficile, en fait, il y a un conflit d'intérêts par rapport à d'autres en prenant la parole. Nous sommes des humains, c'est normal. Ils sont certainement en train de faire leur travail, mais cette société civile, vous avez vu, on en a vu hier, société civile qui aujourd'hui qui sont en politique. C'est normal que ça se passe. Ce sont des humains, on n'a pas à leur faire un procès pour ça. Donc, tout le pays est très en paix, vous l'avez dit tout à l'heure, les gens vaquent à leurs occupations, vous l'avez dit plus tôt, ils vont, ils viennent. Mais il y a tension de fin de mandat, il n'y a pas de crise. Faites la petite nuance. Et attention de fin de mandat. Nous, on veut. Comment est-ce qu'on peut faire? Il faut chercher des stratégies. Il faut l'attaquer. Il faut déstabiliser moralement. Ça fait partie de la communication politique. Mais en réalité, les Béninois, ils n'ont pas le temps de s'occuper des détails que vous évoquez là, qu'ils évoquent. Aujourd'hui, quand vous prenez le Béninois individuellement, ce qui lui préoccupe,
T'avons à Zoya, mais Maou, est-ce c'est la première préoccupation. Non, c'est la première préoccupation. Heureusement qu'il a parlé une langue. Non, écoutez, c'est la réaction. Qu'est-ce que les gens veulent tout de suite? Le Béninois a compris. Le Béninois vit autrement aujourd'hui. La gouvernance aujourd'hui est dans le quotidien du Béninois. Quand il sort, il ouvre le portail, il sort dehors, son cas de vie a changé. C'est important. Et vous, les soja-agriculteurs ne sont pas les seules entités de développement comme ça au Bénin. Tout, vous l'avez dit, tout ne peut pas être parfait. Moi, je vais vous donner un exemple. Je suis un acteur du milieu soja. Je suis à la télé. Depuis que ces réformes ont eu lieu, je suis au chômage. Mais j'ai soutenu et défendu ces réformes-là. Et je continue de soutenir et défendre. Ce n'est pas à cause de ma petite personne, moi, Habib Isaac Adjaï, que je dirais, il a mal fait. Que je dirais, ces réformes n'arrangent pas le Bénin. Mais c'est quoi l'intérêt général? Notre rôle à nous, en tant qu'acteurs, c'est de travailler pour l'intérêt général. Et vous devez travailler dans ce sens, monsieur. D'accord. Vous êtes chef d'agriculteur, c'est une question que je vous pose. Vous savez, je le disais, la question n'était même pas sur bien fait ou mal fait. Nous étions en train de parler des réserves, on est d'accord. Et que notre credo, c'est de travailler avec les acteurs de l'écosystème politique afin que toutes les forces qui comptent, afin que les prochaines échéances se passent très bien, quels que soient ceux qui y participeront. Donc ces réserves sont dans la presse. J'ai évoqué un certain nombre d'éléments, donc il a opiné sur ça, je ne vais pas faire de commentaires sur ça, mais je veux que, et nous, dans notre approche, au-delà de stratégie politique, c'est que nous nous inscrivons dans une logique de vérité au peuple. On est d'accord? Donc nous nous inscrivons dans cette logique-là. Quand ça ne va pas, disons que ça ne va pas. Quand ça va, on va le reconnaître. Et à votre niveau, quel est le diagnostic que vous avez posé? Ça va ou ça ne va pas? Non, ce n'est pas une question facile à répondre. D'accord? Il y a des domaines dans lesquels ça va. Mais de mon point de vue, globalement, et vous écoutez, je prends un exemple. Au Parlement, ces derniers temps, je suis des débats, je me suis posé la question, est-ce que c'est la priorité des premiers de nos compatriotes? Débat sur la sorcellerie, sur Azé ou des choses comme ça. Je me suis posé des questions. Le Parlement, au lieu de se préoccuper d'eux, comment on améliore la situation globale des ménages du pays, des jeunes, des femmes, la situation de la sécurité, les questions de la dette. Il y a tellement de préoccupations que je me suis posé la question de savoir le temps que la représentation nationale a de se consacrer à un sujet. Comme il a dit tout à l'heure, pour moi, c'est la distraction. Nos compatriotes ont mieux à faire. Et donc, c'est très important, dans notre approche justement, de travailler à promouvoir des hommes et des femmes qui, avant d'aller dans cette arène, sont outillés et sont au fait des réalités de notre pays. Des 77 communes, des 546 arrondissements. Et porter la voix des populations. Et donc, si on faisait un sondage auprès des populations, je ne suis pas sûr qu'ils citeraient en premier les questions qui font l'objet de débats au Parlement aujourd'hui. Donc, en termes d'offres, en termes de nouvelles propositions qui viendront dans les mois à venir, c'est de travailler effectivement. Il y a de très belles choses qui se font et donc elles seront capitalisées. Et bien sûr, comme il le disait, je suis d'accord avec lui en disant que quand nous écoutons une certaine opposition, nous n'avons pas de proposition pour dire oui, vous critiquez, mais qu'est-ce que vous proposez? Et donc, je suis d'accord avec lui pour dire que nous devons faire en sorte que, dans tous les domaines, j'ai vu il y a quelques heures, hier ou avant-hier, des suspensions d'organes de presse, je ne sais pas, en tout cas, des médias, certaines catégories. Nous, à ce niveau-là, c'est des préoccupations. Dès lors que je constate que parmi ces organes-là,
Il y en a que le peuple aime, que je vois. En tout cas, il y a un certain engouement à suivre, à écouter. C'est très important pour le quotidien. On fait quoi? À défaut d'être un gendarme qui tape tout le temps, comment on accompagne? On parlait de suspension, de mise en demeure pour demander à ces organes de comment on se mettre accompagne au pas? dans une démarche de pédagogie, d'accompagnement. C'est le quotidien des compatriotes qui exercent ces activités. C'est leur gagne-pain. Comment on les accompagne à faire mieux? Nous nous inscrivons dans cette démarche-là. Et donc, toujours dans un cadre républicain, en se conformant aux tests. Nous sommes contre l'anarchie et le désordre. Le professionnalisme, mais une démarche un peu comme vous voyez la police, c'est la communication, c'est la sensibilisation, c'est l'accompagnement à faire mieux, à se conformer, à être en règle. Voilà, ne serait-ce que pour illustrer ces quelques éléments qui, justement, l'autre approche, c'est de travailler à faire en sorte que toutes les politiques publiques placent l'homme au cœur, le béninois, au cœur de la démarche. Vous avez le sentiment en préservant la cœur, dignité. oui. Non, nous constatons avec amertume que dans la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques publiques, il y a que la dignité de nos compatriotes est un peu bafouée. C'est très important. C'est pas nécessaire de donner des cas. Mais vous savez que c'est très important. Tout ce que nous faisons, c'est pour l'homme. C'est pour le peuple, pas contre lui. Et donc, certainement, il y a d'efforts à faire en termes de pédagogie, de communication, pour que les compatriotes cernent le bien fondé des choses qu'on fait, de très belles choses, beaucoup d'ailleurs. Nous allons commencer déjà par faire la pédagogie ici, voilà, en rappelant aux concitoyens que ce n'est pas le gouvernement qui suspend les médias, c'est la RAC qui le fait et que la RAC est habilitée à pouvoir le faire. Et si dans la démarche dans laquelle vous êtes, demain vous devez changer les choses, vous devez faire un effort d'aller à l'Assemblée nationale et faire un effort de pouvoir corriger les tests, remettre les tests tels que vous les voyez, pour que les choses puissent aller. Donc ce n'est pas dans la rue que cela se fera, monsieur. Donc, pourquoi j'ai dit dans un cadre républicain, conformément au texte. Je ne vous accuse en rien du tout. Moi, je suis en train de faire de la pédagogie, puisque vous en avez fait cas. Alors, pour vous rappeler que aujourd'hui, le président de la République, Patrice Talon, a mis l'homme au cœur de son programme d'action du gouvernement. 1. La santé. Vous voulez, on va faire, de toute cette émission, même les 90 minutes, nous suffit pour faire le bilan. 2. Arche. Et tout ce qui est autour. 3. Les routes, la mobilité. Vous savez combien d'heures j'ai pris, d'où est-ce que je suis venu pour venir ici? La rapidité avec laquelle j'ai pu faire. Mais pourtant, si ce travail n'avait pas été fait, je n'en serais pas là. L'agriculture, vous parlez des sojaculteurs. C'est quoi le problème exactement? Il faut qu'on explique. On va pas revenir. Bien sûr, je suis d'accord. On n'est pas là. Parce que quand les gens viennent, les acteurs viennent dans les médias, ok. Je ne parlerai pas donc de ça. Mais souvent quand les acteurs viennent dans les médias, c'est pour faire de l'intoxication. C'est pour faire du sabotage par rapport aux réformes. Alors, soyons quand même précis. Quand on dit sojaculteur, qu'est-ce que vous en savez? Alors, moi, je suis un acteur. Alors, donnez-moi l'opportunité de venir sur un plateau. Vous allez parler du soja le moment venu, quand on vous évitera pour parler du soja. Nous parlons du Bénin, nous parlons de la politique, et nous parlons de ces jours, de ces semaines, de ces mois qui nous mènent vers les élections générales à venir. On est rentré dans une sorte de bilan, une sorte d'appréciation. Oui, vous appréciez, vous soutenez. Est-ce qu'il y a des volets sur lesquels vous pensez qu'il y avait mieux à faire? Oui. Au regard de ce qui a été fait. Je pense qu'au regard de ce qui a été fait, le président de la République doit mettre l'accélérateur sur le plan social. Non, il faut le dire sincèrement, parce que ce n'est pas parce qu'on soutient qu'il n'y a pas moins que ce qui devrait être fait. C'est vrai, beaucoup de choses ont été faites, mais on aurait pu faire beaucoup plus. Et je pense que le président de la République, à 1 an de la fin de son mandat, doit mettre l'accélérateur sur
le volet social. Est-ce que ce n'est pas cet aspect qui préoccupe beaucoup plus les concitoyens, puisqu'en donnant des exemples, vous avez parlé de l'aménagement du cadre de vie et de bien d'autres, par exemple la digitalisation et autres, que beaucoup apprécient bien, mais le social, ça fait partie également de l'aménagement du cadre de vie contribue au social. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les voies, je dis, vous regardez comment les boutiques se démultiplient. Ça contribue au social. Aujourd'hui, le propriétaire, quand même, il loue, il a de l'argent. Ça permet aux autres. Alors, de quel social parlez-vous alors? De social. Quand vous parlez du social, de social dans sa globalité. Il faut faire des retouches là où des choses sont en train d'être faites. Vous en avez des exemples? Non, ce n'est pas moi de faire. Le gouvernement sait ce qu'il est en train de faire. Mais vous êtes un citoyen, vous êtes un soutien du gouvernement. Je suis un soutien du gouvernement et en le disant, à tout soutien du gouvernement, je sais qu'ils feront mieux que ce qui est en train d'être fait. Le mandat, mettez le doigt sur ce qui ne va vraiment pas ou que vous pensez qu'il faut améliorer. Il n'y a pas rien qui nous... Tout va quand même bien, mais j'aurais voulu que les choses aillent beaucoup mieux. D'accord. Oui, monsieur Zin. Ouais. Oui. Merci beaucoup. Et je voudrais lui passer quelques idées. Le deuxième mandat, c'était passé sous le signe de hautement social. Voilà. Alors, vous savez, il y a de très belles choses qui se font. C'est ça que j'ai dit. Notre posture, c'est ça. Et nous sommes au cœur de la population. Nous avons un dispositif de remontée d'informations. Nous lisons tous les rapports d'évaluation des politiques publiques. Vous prenez l'éducation, la cantine scolaire. Ça, c'est une mesure très importante qu'il faut saluer. Pour un pays comme le nôtre, prendre en charge sur le budget national la cantine scolaire, il faut de l'audace, il faut du courage politique pour le faire. Ça, c'est très important. Ça n'a l'air de rien. Il n'y a plus de grève dans l'enseignement. C'est très important. Ça... Mais on a ôté la liberté à un groupe. On n'a pas ôté la liberté, on a encadré la liberté. Justement, on a encadré le droit de grève. Très bien, allez-y. Par contre, ce qu'on peut améliorer, c'est la démarche. Quelle démarche? Il faut une démarche davantage plus participative. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait... Mais est-ce que tout ça, c'est pas déjà derrière? Oui, tout à fait, il y a des acquis. Oui. On est d'accord. Regardons devant. De mon point de vue, ce qu'il y a, ce n'est pas le lieu d'étaler toutes les propositions. Oui. Mais ce que je retiens, c'est que, comme vous avez suivi le discussion de l'État, il a dit la dernière fois sur l'État de la Nation, il a trouvé la bonne formule, hein, il dit, en disant que les routes font manger. Hein, oui, voilà. On ne mange pas les routes. Voilà, très bien. Alors, quand vous faites le tour, j'ai suivi un acteur politique aussi qui a dit qu'il a fait le tour du pays et a constaté que les ouvriers sur les chantiers ne sont pas bien payés. C'est pas le gouvernement qui paie les ouvriers. C'est ça que je dis, oui. En fait, pour lui, c'est pas le gouvernement, mais c'est le gouvernement qui définit le cadre. Non, pas pour lui. Il sait bien que ce n'est pas le gouvernement. Et voilà. Pour faire je comprends. Mais ce que je voulais souligner, c'est que quand même il a touché du doigt une réalité. Et c'est le rôle, c'est du ressort du gouvernement de réguler, de recadrer. Ça veut dire quoi? Au niveau des grands projets, faire en sorte que les petites entreprises locales puissent, les PME, les petites et moyennes entreprises locales puissent avoir beaucoup d'opportunités de sous-traitance. Et donc, oui, de grandes entreprises étrangères ont des contrats, ont des projets à exécuter, mais nous constatons une faible implication des petites entreprises locales. Et c'est très important. C'est ça qui va générer beaucoup plus d'emplois. Et c'est ça qui va... Oui, tout à fait. Et donc, justement, c'est vrai. Vous êtes d'accord. Je suis d'accord avec vous. Non, mais c'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État de veiller à ce qu'il y ait le transfert de savoir-faire et de technologie et de ces compétences-là. C'est une question de cahier de charge. Il y a des choses, oui, il y a des choses qui se font. C'est pas au gouvernement de gérer ça. Non, on n'a pas dit que le gouvernement gère, on a dit que le gouvernement crée le cadre. On est d'accord, il définit le cadre. Et ça se fait d'ailleurs ailleurs. Vous avez vu à Glojibé, c'est de très belles choses. Il y a de la formation là-bas.
on devrait œuvrer davantage à faire pareil dans les autres secteurs également, au niveau des autres projets de développement, pour que de petites entreprises locales puissent avoir l'opportunité de créer des emplois locaux pour les jeunes et les femmes. Vous l'avez dit hein, dans vos propos, si on vous donnait 90 minutes, eh bien, ça ne suffirait pas pour revenir sur tout ce qui constitue la vie quotidienne en République du Bénin. Malheureusement, le temps est complètement parti. Oui, on va vous donner la parole. Quelques secondes pour conclure. Oui, qu'attendez-vous pour le temps qu'il nous reste pour les élections à venir? Non, moi je voudrais plutôt envoyer un message au gouvernement. Dire simplement que féliciter le gouvernement pour ce qui a été commencé depuis 9 ans, 10 ans bientôt, et demander au président de la République et son équipe de mettre de l'accélérateur sur tout ce qui se fait déjà et beaucoup plus sur le social encore. Parce que ce n'est que ça qui impacte directement le Béninois. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Habib Adjaï. Oui, merci beaucoup. Je pense que, comme je l'ai dit, en cohérence avec notre manière de voir les choses, il faut apaiser les esprits. Nous savons que tous nos compatriotes qui devraient être là pour contribuer à l'animation de la vie politique ne le sont pas, pour diverses raisons que nous n'allons pas évoquer ici. C'est le rôle du chef de l'État, du gouvernement, d'œuvrer à ce que on crée davantage de la cohésion, de la fraternité, pour que toutes les forces, toutes les énergies soient mises à contribution pour faire avancer le pays. D'ici là, je pense que c'est un chantier important. D'accord. Et lever les réserves. Et d'ailleurs, ça a commencé, l'audit du fichier, tout ça. Nous voyons, nous suivons, c'est à encourager. Il faut féliciter la démarche et demander qu'on aille plus loin que ça. D'accord. Pour créer des conditions de déroulement des prochaines élections de manière paisible et fraternelle. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Zem Madjidi. Je rappelle que vous êtes acteur politique et vous êtes militant du Parti des Patriotes à l'Assemblement des Cléricouistes. Vous en êtes d'ailleurs le premier vice-président. Merci à vous, Habib Isaac Adjaï. Vous êtes un acteur politique, vous êtes un militant et un ardent, fervent soutien du chef de l'État. Vous êtes donc de la majorité présidentielle. Merci de votre présence ici. Mesdames et messieurs, le temps est complètement parti. C'est terminé pour aujourd'hui chez vous. C'était le grand rendez-vous. Le tout premier numéro de cette année 2025. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.